Alors, pour la deuxième partie, j'ai l'honneur de recevoir un très bon ami que je connais depuis longtemps, que j'adore, Dr Ali Reza Motarizadeh. Il a le post-doctorat en physique. Il travaillait, il avait une première partie de sa carrière était académique. Maintenant, il est en industrie et il travaille sur les ordinateurs quantiques avec des startups. Et donc, il va nous présenter ce soir qu'est-ce que c'est un ordinateur quantique, le fonctionnement et les enjeux pour l'avenir. Allez-y, Jean, merci que tu as avec moi Raboul Khaldi. Je te passe le numéro. Merci beaucoup, Mehran, pour l'introduction. Donc, j'ai pas l'habitude de faire les présentations en français. Normalement, j'utilise en anglais. Donc, c'est la première fois. Je vais essayer d'être très rapide. Je sais que vous avez faim. Donc, alors, l'ordinateur quantique, qu'est-ce que c'est? Peut-être vous avez entendu ces deux mots-là dans les médias récemment, depuis quelques années. Donc, ce soir, je vais essayer de vous présenter les principes d'ordinateur quantique, une petite introduction et quelques cas d'usage. Mais avant ça, en fait, il y a un physicien très connu, Richard Feynman, qui disait que nature isn't classical. Damn it. And if you want to make a simulation of the nature, you'd better make it quantum. And by golly, it's a wonderful problem because it doesn't look so easy. Donc, Feynman disait que la nature est quantique. Pour comprendre la nature et pour pouvoir utiliser les propriétés de la nature, qui sont très riches, il faut comprendre la quantique et il faut en bénéficier. Mais on en est très très loin de comprendre la physique quantique et de l'exploiter. Mais depuis les années 30, depuis les années 20-30, on commence à comprendre et à utiliser, mais à petite échelle. Donc, en fait, on a eu deux évolutions, ou je peux dire deux révolutions dans la physique quantique. La première, c'était la naissance de la physique quantique dans les années 20, avec l'équation Schrödinger, que vous voyez ici. Je vais juste prendre mon pointeur, que vous voyez ici. Et donc, c'est la naissance de physique quantique qui nous a permis d'utiliser les propriétés de la nature ou de la matière qu'on peut trouver dans la nature. Avec l'invention des transistors dans les années 50, les lasers dans les années 60 et des LED dans les années 62 ou les années 70. Donc, c'est la première vague quantique. La deuxième vague quantique commence à partir des années 2010 avec le IA, l'utilisation de physique quantique pour l'ordinateur quantique. Donc, depuis, en fait, on avait plusieurs, dans l'informatique quantique, ou de manière générale dans l'informatique, on a eu plusieurs incrémentations, disons, plusieurs évolutions incrémentales. La première était dans les années 60, avec l'introduction de mainframe par IBM. Et donc, c'est la naissance de l'information quantique. Mais c'était les machines centralisées. Donc, on n'avait pas un ordinateur, un PC chez nous. C'était juste dans quelques centres bien définis. Parce que c'était hyper grand. Dans les années 80, on a eu le PC avec Intel et Microsoft. Et donc, il a démocratisé l'informatique. Donc, tout le monde commence à avoir un PC chez eux. Dans les années 2000, avec Web et Cloud, qui ont vraiment révolutionné notre vie. Donc aujourd'hui, je pense, disons aujourd'hui, c'est 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, on l'utilise encore, mais c'est une révolution avec Amazon, Google, Samsung, Apple. En 2010, tout récemment, avec Nvidia, AMD, ARM, on a eu l'intelligence artificielle. Même aujourd'hui, ce n'est pas très bien exploité, on est d'accord. Mais c'est une révolution qui a commencé à partir de 2010. Est-ce que la prochaine sera l'ordinateur quantique ou l'informatique quantique dans les années 2030? Probablement. Mais il faut savoir que l'évolution n'est pas incrémentale entre l'ordinateur quantique et ce qui était avant. C'est une rupture, c'est une nouvelle paradigme.
Donc il faut bien avoir en tête ce qu'on dit, l'ordinateur quantique, c'est pas juste un PC qui est plus puissant. Non, absolument pas. Et donc, c'est une rupture technologique. Et sachez qu'on ne va pas avoir l'ordinateur quantique chez nous. Ou on ne va pas avoir un smartphone quantique. Ça n'a aucun sens. Un ordinateur quantique, c'est quoi? C'est une nouvelle manière de calculer qui s'appuie sur les propriétés de la physique quantique. On va en parler de quelques propriétés de la physique quantique. Je vais vous présenter 3-4 propriétés qui sont propres à la physique quantique. N'apporte pas d'avantage sur tous les domaines. Il faut bien savoir que l'ordinateur quantique n'apporte pas d'avantage. En fait, pour faire un calcul 2 plus 2, on n'a pas besoin d'un ordinateur quantique. Il faut bien savoir ça. C'est sur certains domaines qu'on va voir une révolution. Et je vais vous présenter c'est quoi ces certains domaines. Donc, comme je disais, je vais vous présenter quelques concepts physiques comme bit, qubit, superposition et l'intrication. Ça, c'est probablement les 4 mots que vous allez entendre que je vais utiliser ces mots-là pendant la présentation. Donc en fait, bit et qubit, ils sont des unités de calcul. Le bit, c'est pour l'unité de calcul classique, et le qubit, c'est l'unité de calcul quantique. Donc, un bit peut prendre 2 valeurs, 0 ou 1, tandis que le qubit peut prendre plusieurs valeurs. Ce qu'on va dire une superposition des valeurs. Superposition des valeurs 0 entre 0 et 1. Donc, on va voir comment. Et donc, ici, vous voyez que, donc, on a, voilà, le 0, 1, et on a un type d'erreur qui est bit flip, que le bit change son état de 0 à 1 ou 1 à 0. En revanche, quand on a quantum bit ou qubit, on a 2 types d'erreurs. Parce que le qubit se positionne sur une surface des sphères et peut prendre beaucoup de valeurs qui sont sur la surface. Et donc, on a 2 types d'erreurs qui s'appellent, on dit, bit flip et phase flip. Donc, je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, voilà, un bit classique peut prendre 2 valeurs, comme une flèche qui montre en haut, en bas, 0 ou 1. Voilà. Il y a 2 possibles états bien définis. Maintenant, le qubit, le quantum bit, peut prendre toutes ces valeurs qui sont sur la surface, sur les sphères, sur la surface des sphères qui est sphère de Bloch. C'est un terme physique, sphère de Bloch. Donc chaque pointe à la surface correspond à une superposition des valeurs 0 et 1. Donc, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est superposition, c'est normal. Hein, c'est très difficile, même pour les physiciens, de comprendre la superposition. Et donc, on a dit qu'on a 2 états, 0 et 1, et on a une deuxième erreur qui est phase flip, donc c'est plus ou moins. Donc c'est sur l'équateur, où la flèche se pointe vers le moins ou vers le plus. Et donc c'est les états plus et moins sont la superposition des 2 états 1 et 0 avec une phase différente. Donc, quelques mots sur la superposition. Qu'est-ce que c'est la superposition? En fait, c'est un concept clé de la mécanique quantique. C'est superposition qui nous permet de faire les calculs parallèles. C'est la puissance de la physique quantique. Et la puissance de le calcul. Donc, c'est pas classique. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'un objet peut exister dans deux états à la fois. Donc, l'objet peut exister dans l'état 0 ou dans l'état 1 à la fois, simultanément. Donc, ici, par exemple, c'est une représentation quantique de état 0 état 1, et on voit que dans la superposition quantique, en fait ici c'est bracket, c'est la représentation quantique de ces 2 états là qu'on peut voir, c'est la superposition de 2 états divisé par racine carrée de 2.
Donc, pourquoi c'est important pour la physique quantique? Pourquoi c'est important pour la qubit? Parce que la qubit explore plusieurs états simultanément. Les états sont les points dans les sphères de blocs, dans la surface des sphères de blocs. Alors, cela nous permet de faire les calculs en parallèle. L'exemple le plus connu de superposition, c'est le chat de Schrödinger. Peut-être que vous avez entendu de parler, le chat de Schrödinger, qui est à la fois vivant et à la fois mort. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une expérience de pensée qui a été introduite par Erwin Schrödinger dans les années 35. Donc, afin de mettre en avant le paradoxe de la physique quantique, de la paradoxe de la physique classique, où on ne peut pas expliquer la physique quantique avec la compréhension classique. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un chat qui est enfermé dans une boîte. Alors, en fait, le chat de Schrödinger est l'expérience de pensée pour nous expliquer en utilisant les concepts de physique classique. Pour la première fois, quand Schrödinger a commencé à raconter la physique quantique, personne ne comprenait. Même aujourd'hui, c'est pareil, personne ne comprend en physique quantique. Mais on l'utilise. Mais comment expliquer pour les gens qui ne comprennent pas la physique quantique? C'est une expérience de pensée. Donc, il y a une boîte. Dans la boîte, il y a un chat, évidemment vivant. Il y a une source de radioactivité. Il y a un détecteur, il y a un marteau. Et il y a un poison. Donc, vous voyez les éléments? Radioactivité, détecteur, poison et un marteau. Donc, dans un temps t, entre le temps t et t plus 1. 1 c'est la seconde. Pour nous, le temps c'est absolu parce qu'on peut mesurer pour la physique. Entre t et t plus 1, probablement, le matériau radioactif va émettre la radioactivité. Le détecteur va le détecter. Il va lâcher le marteau. Le marteau va casser la poison et le chat va être mort. Mais la radioactivité est un processus quantique. On ne sait pas quand est-ce qu'il va émettre la radioactivité. Et donc, dans un temps t plus 1, on a 50% de chance où le chat est mort et 50% de chance où le chat est vivant. Si la radioactivité a émis entre t et t plus 1 et que la boîte est cassée, disons la poison est cassée, le chat est mort. Quand il n'est pas émis, donc on n'a rien détecté, et donc le chat est vivant. Et donc, comment on peut dire que le chat est mort et le chat est vivant? La boîte est enfermée. Donc on parle de probabilité. Donc, Schrödinger disait que dans le temps t plus 1, le chat est l'état de chat est une superposition de mort et vivant. Vous voyez, le chat peut être mort ou être vivant. C'est une superposition de ces deux états-là. Donc, évidemment, quand on ouvre la boîte, on va voir qu'il est mort et vivant. Quand on ouvre la boîte, ce qui va se passer, on détruit le phénomène quantique. C'est un paradoxe. En fait, le quantique est conservé quand on ne fait pas d'une observation. Si on fait une observation, on va perdre l'information. Et donc, il faut prendre vraiment en compte la richesse de superposition dans les calculs. Voilà. Donc, il y a certaines images sur Internet, c'est très, le chat de Schrödinger est trop utilisé dans la science et dans la physique quantique. Alors, le deuxième, c'est la première. Donc, on a parlé de bit et qubit. On a parlé de superposition. Le quatrième sujet de la mécanique quantique, c'est l'intrication. Ou en anglais, on dit entanglement. Alors, qu'est-ce que c'est l'intrication? En fait, l'intrication, c'est un phénomène où deux ou plusieurs particules sont corrélées avec une bande mystérieuse qu'on ne connaît pas. Et le changement d'état d'un peut changer l'état de l'autre, indépendamment de distance. Imaginez. En fait,
Voilà, en fait, les particules intriquées ont une corrélation très mystérieuse qu'on n'arrive pas à comprendre comment changements d'état d'un qui sont très distants de l'autre changent l'état de l'autre. Imaginez que, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez spin d'électrons, c'est quelque chose qui tourne autour de noyau, disons pour l'électron. Imaginez que les deux spins d'un électron qui sont, disons, il y a deux électrons qui sont intriqués, qui sont vers le haut. On le sépare, on l'envoie dans deux différents guides d'onde, qui sont séparés de des mètres, ou des kilomètres même. Ils ont fait récemment des expériences d'intrication dans la grande échelle en kilomètres. Chacun va son voyage. On détecte que le premier état de spin vers le haut. On essaie de le changer avec un champ magnétique, on change vers le bas. On a en même temps un détecteur sur le deuxième pour voir s'il change d'état ou pas. Là, instantanément, quand le premier change son état, le deuxième change aussi son état. Et donc c'est l'intrication. Donc ces deux états, ces deux particules sont très liées. Donc, pourquoi c'est important? Parce que les qubits peuvent être liés de manière très forte. Et donc changer l'un affecte l'état de l'autre. Et c'est une deuxième clé de la puissance quantique, cette intrication. Donc, l'informatique quantique a trois paramètres importants. C'est le qubit qui est tous les états qui sont sur l'état de sphère de bloc, qui sont la superposition, deuxième concept, qui sont la superposition des états 0 et 1, et qui peut être intriqués. Si on a deux qubits, ils peuvent être intriqués. Donc c'est le troisième concept de la physique quantique. Donc, en résumé pour le classique versus quantique, donc classique utilise les calculs linéaires, c'est les logiques déterministiques, tandis que les quantiques, c'est les calculs parallèles massifs, et la potentielle, c'est exponentielle. Donc, tout à l'heure, on a parlé des erreurs. En fait, je travaille chez Alice et Bob, c'est une entreprise, une start-up française, on développe l'ordinateur quantique, et on a inspiré de chat de Schrödinger pour notre logo. Donc vous voyez beaucoup de chats, c'est parce que c'est chat de Schrödinger. Donc, après avoir compris les 4 concepts de la physique quantique, maintenant pourquoi on n'a pas l'ordinateur quantique aujourd'hui? C'est quoi la raison pour laquelle on n'a pas d'ordinateur quantique? Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Les qubits pourraient avoir beaucoup d'erreurs. Alors, qu'est-ce que c'est ces erreurs? Première erreur, c'est le bit flip. Donc, quand le qubit change son état de 1 à 0 ou inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le monde. Qu'est-ce que c'est le bruit? C'est la lumière, le son, la vibration. Et quand je parle de lumière, je ne parle pas de lumière visible, même si les lumières visibles sont très dérangeantes, son bruit, mais je parle des rayons cosmiques, qui sont d'une distance des milliers d'années de lumière très loin de nous. Et donc, on voit l'impact des rayons cosmiques. S'il y a un camion qui passe, si moi j'ai un cryostat ici, c'est un équipement que je vais vous montrer après. S'il y a un équipement ici, il y a un camion qui passe peut-être 100 mètres plus loin, si je ne suis pas bien isolé, en fait, oublions camion, même si quelqu'un qui passe à côté du cryostat, si je ne suis pas bien isolé, le qubit détecte. Et donc ça fait un bruit. Et donc il change son état. Donc 0 à 1. Deuxième erreur, c'est le phase flip. Et donc qui change en équateur. Donc bit flip, phase flip. Finalement, évidemment, on n'a pas ces bit flip et phase flip indépendants. Ils sont corrélés. Donc on peut avoir, quand on a les qubits qui sont sur la surface des sphères de bloc, quand ils changent, il induit une décohérence. Et donc on perd l'informatique quantique. On perd l'informatique qui est gravée dans le qubit. Et donc on doit bien isoler les qubits de toute source de bruit. Ça peut être quelqu'un qui passe, ça peut être la lumière, ça peut être l'infrarouge, ça peut être
quand je parle, tout ça c'est le bruit. Donc on a beaucoup de bruit, c'est la raison pour laquelle on n'a pas d'ordinateur aujourd'hui chez nous, qui sont puissants. Comment faire? Comment on corrige ces erreurs-là? On corrige ces erreurs par la redondance, c'est-à-dire on multiplie. Imaginez, à la place d'un qubit, j'ai 5 qubits. Donc, un qubit, il y a une erreur sur un qubit. Donc, il change son état. Donc, il y en a 4 qui sont encore dans l'état 1. Par vote de majorité, je le corrige. Donc, c'est-à-dire que je dois implémenter beaucoup de qubits pour faire une opération simple. Donc, il faut avoir une matrice de qubits, une matrice, disons une colonne pour le phase flip, pour la correction de phase flip, et une ligne pour la correction de bit flip. Donc ça multiplie exponentiellement les besoins de nombre de qubits. Alors, c'est quoi les principaux défis selon vous? Que les qubits sont fragiles. Ils sont on a beaucoup d'erreurs. Et donc nécessite des isolations. Et la montée en échelle est difficile aujourd'hui. Donc, comment je peux avoir un hardware avec millions de qubits? Aujourd'hui, on pense que pour avoir, disons, c'est Google qui a dit que pour avoir, par exemple, lancé un algorithme short qui est très compliqué, on a besoin de, si je ne me trompe pas, 20 millions de qubits. Ordre de grandeur, on va dire. Vingtaine de millions de qubits. Donc, par exemple, Google aujourd'hui ou IBM a un chip avec 128 qubits, 127. Chez Alice et Bob, on a un chip avec 14 qubits. Imaginez le chemin à parcourir. Donc, millions de qubits, centaines de qubits. Donc, quelques cas d'usage. Je sais que vous êtes fatigués. Donc, il y a beaucoup d'applications de l'ordinateur quantique parce que la nature est quantique. Donc, simulation moléculaire, prévision statistique, optimisation mathématique, décryptage, machine learning et équation différentielle. Donc, c'est vraiment un poignet des applications qu'on peut avoir d'ordinateur quantique. Juste, si je vais aller en détail d'une des applications, simulation moléculaire, qu'on peut utiliser dans la médecine, par exemple. Donc, découvrir des médicaments. Donc, c'est les chaînes de molécules, a priori, les médicaments. Et donc, l'ordinateur quantique peut accélérer les simulations des interactions moléculaires. Et donc, il réduit beaucoup les essais-erreurs en R&D pharmaceutique. Modélisation des protéines. Aujourd'hui, le professeur Sopani a parlé beaucoup des gènes qu'on doit simuler, qu'on n'a pas, j'imagine, la puissance de simuler aujourd'hui. Et donc, probablement, l'ordinateur quantique va nous aider pour faire ce type de simulation. Analyse biomoléculaire, par exemple. Et médecine personnalisée. Et c'est important, en fait, médecine personnalisée, j'insiste beaucoup sur ce volet-là, parce que j'imagine, j'ai entendu dire qu'il y a des maladies qui sont vraiment propres à la personne, qui sont différentes entre deux personnes. Et donc, on arrive, avec les médicaments génériques, on n'arrive pas à guérir le malade. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit simuler son ADN, probablement ADN ou autres gènes qui sont impactés, et qu'on trouve qu'est-ce que c'est les molécules qui sont adéquates à cette personne-là. Donc, aujourd'hui, si on veut faire ça, j'imagine, ça va prendre... C'est impossible, j'imagine. C'est quasiment impossible de faire ce genre de simulation. Le HPC, le High Performance Computing, nous permet de simuler 30 atomes. 30 atomes, c'est rien, absolument rien. 30 atomes, c'est absolument rien. Donc, dans une molécule, il y a des milliards de 10 puissance 26 atomes. Donc, voilà, vous voyez. Donc, on peut utiliser l'ordinateur quantique pour faire la simulation pour le médicament personnalisé. Et donc, j'ai quelques slides et je termine. Donc,
aujourd'hui, on en est où dans l'investissement et dynamique de marché? Donc, depuis 2013, il y a beaucoup de compagnies privées et quelques entités publiques qui s'intéressent aux physiques quantiques, qui investissent beaucoup. Donc dans les années 2022, on a eu un record de 2,3 milliards d'investissements dans l'ordinateur quantique, dans le développement d'ordinateurs quantiques. Et dans le 2023, on a un peu baissé, c'était 1,7 milliard d'euros. Mais ça reste quand même des sommes importantes, mais c'est importante mais négligeable par rapport au marché qu'on pense avoir dans 5 à 10 ans. Le marché, c'est une estimation de marché par McKinsey qui dit que le gain c'est entre 900 et 2000 milliards de dollars. Donc vous voyez la proportion. Donc ça peut être utilisé dans la chimie, dans la finance, dans l'énergie durable, dans l'automobile, dans la pharmaceutique, dans le pétrole et gaz. Donc, et j'en passe, il y en a beaucoup d'applications qu'on peut encore exploiter. Donc chez Alice et Bob, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous on a une start-up, disons je travaille dans une start-up qui s'appelle Alice et Bob. On a une spécificité que tout à l'heure vous avez vu qu'il y a deux types d'erreurs, il y a BitPhillip et FacePhillip. Par design, le fondateur de notre entreprise, c'est le fruit de leur thèse, ils ont designé des qubits qui sont protégés par un type d'erreur. Et donc on n'a pas à corriger les deux erreurs BitPhillip et FacePhillip. Et donc ça a réduit drastiquement le nombre de qubits qu'on a besoin pour faire les calculs quantiques. En comparant avec par exemple Google, on a besoin de 50 à 100 fois moins de qubits pour faire les calculs. Donc aujourd'hui on est là. Donc on a un chip avec un échantillon avec 16 qubits. On arrive à faire des benchmarking, on arrive à faire des opérations simples, mais on n'a pas encore les cas d'usage très concrets utilisables dans les grandes échelles. Selon notre roadmap, on pense que en 2030, jusqu'à peut-être 2030, on va avoir un chip qui va s'appeler graphène, on l'appelait graphène, avec 2000 qubits qu'on va pouvoir faire useful quantum computing, donc une cas d'usage assez concrète. Bon, c'est le roadmap, on espère, on travaille dessus pour pouvoir livrer ce chip de passer à 14 à 2000. Alors, ça c'est un cryostat, c'est un environnement de laboratoire où l'échantillon est mis ici, dans cette partie-là. La température de cet échantillon-là est moins 273 degrés Celsius. Donc, c'est proche de 0 Kelvin. Et donc on a, bon, si vous voulez la valeur exacte, c'est 10 millikelvin. Donc c'est hyper froid. Donc on essaye de isoler de tous les bruits thermaux. Ensuite, on a plusieurs shieldings qui sont autour de cryostat. On a 7 niveaux de shielding avec différents matériaux pour absorber tous les rayonnements cosmiques et tout rayonnement infrarouge et tout ça. Et on l'a suspendu, disons le cryostat est suspendu sur les dalles de béton qui sont très profondes, et en plus c'est suspendu pour isoler des vibrations. Donc vous voyez le déploiement de ce type d'infrastructure, c'est très difficile et ça ne sera pas chez nous qu'on va pouvoir déployer ce type d'infrastructure. Avec ça, je pense que j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions, je suis preneur.